présente session de point de presse s'inscrit dans la foulée de l'annonce par son Excellence le Président de la République, le Président Tshisekedi, d'une série de mesures en rapport avec l'avènement de la pandémie coronavirus. Comme vous le savez, cette pandémie frappe le monde entier et ses conséquences se répercutent non seulement au niveau sanitaire, mais aussi au niveau économique et financier. Pour mémoire, c'est la première crise au niveau sanitaire depuis près de 75 ans. Un tel événement sanitaire avec des conséquences dévastatrices ne s'est produite. Donc, c'est un élément de taille. Mais pourquoi nous intervenons? Nous intervenons parce que, en plus des éléments officiels communiqués par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en plus des éléments communiqués par le professeur Muyembe dans le domaine de la santé, il faut absolument que la population sache qu'il y a des conséquences économiques et sociales importantes au-delà du décès des personnes qui peuvent subvenir. Et ceci est très important pour que vous, mesdames et messieurs de la presse, qui êtes le porte-voix, le représentant des sans-voix, que vous sachiez quel est l'impact socio-économique auquel pourrait s'attendre la République démocratique du Congo et d'une manière générale les Congolaises et les Congolais dans ce pays. Alors, qu'est-ce que nous avons pris comme démarche? D'abord, il faut savoir que l'économie africaine est très exposée. L'économie africaine et l'économie congolaise, de manière particulière, sont très exposées, ce qui donne une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire, si la marche du monde va dans un sens comme dans un autre, l'économie des pays sous-développés, en particulier la RDC, évolue aussi dans le même sens. Si l'économie mondiale marche bien, ça veut dire l'économie congolaise marche aussi très bien. Si l'économie mondiale marche mal, va dans le mauvais sens, c'est que l'économie congolaise aussi va dans le mauvais sens. Alors, quel type de méthodologie nous avons utilisé pour essayer d'évaluer l'impact économique et social de la pandémie sur l'économie congolaise? Nous avons tenu compte de ce qu'on appelle les élasticités. Les élasticités, c'est cette possibilité de relier scientifiquement le facteur et les résultats, les causes et les effets. Quand j'ai dit les élasticités, c'est-à-dire que nous avons essayé d'utiliser scientifiquement des projections, tenir compte
des évolutions dans les années passées. Qu'est-ce qui s'est produit dans le passé à situation plus ou moins similaire. Donc ce ne sont pas des projections hasardeuses que nous allons vous communiquer. Deuxièmement, nous avons tenu compte d'une approche plus ou moins scientifique, méthodologique, c'est-à-dire on prend l'hypothèse selon laquelle la politique des dépenses reste inchangée. Comme vous le savez, le budget est une loi et que certaines dépenses déjà décidées pourraient être difficilement ajustées. Mais nous avons aussi considéré que, contrairement aux dépenses qui peuvent être inélastiques, les recettes, quant à elles, sont obligées d'évoluer sur base des réalités du terrain. Si les droits, et c'est un exemple, si les droits des douanes sur les importations se réalisent, elles ne peuvent porter des recettes que si les importations existent. Si les droits sur les exportations sont officiels, mais dans la réalité, ces droits ne peuvent produire des recettes que si les exportations existent. Or, il se fait que au jour d'aujourd'hui, l'avènement des coronavirus comme pandémie a un impact sur les importations et sur les exportations. Donc, c'est une méthodologie plus ou moins scientifique qui nous a permis de tirer les conséquences de cet impact sur l'économie et le social. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur l'économie congolaise? D'abord, il est important, mes chers amis journalistes, que vous puissiez voir comment se réalise le schéma économique. Comme je l'ai dit, il s'agit ici d'une science scientifico-professionnelle. Vous avez le coronavirus et comme il impacte négativement les économies, vous voyez, il y a une flèche qui montre la baisse du commerce extérieur. Et cette baisse du commerce extérieur entraîne effectivement une baisse ou un ralentissement du secteur productif. Par exemple, la RDC, son principal partenaire commercial, c'est la Chine. Or, l'indice du secteur de production de la Chine a atteint le niveau le plus bas depuis plus de 30 ans, du fait de la pandémie coronavirus. Ça veut dire en d'autres termes que la demande de l'industrie chinoise en termes de matières premières va baisser. Et donc, les entreprises minières de la RDC ne peuvent pas vendre autant de produits qu'elles le faisaient il y a quelques temps. Alors, qu'est-ce qui va entraîner? C'est la baisse des richesses nationales. C'est tout à fait normal. Moins les industries minières vendent, dans la mesure où nous savons que le secteur primaire, composé essentiellement par l'industrie extractive, impacte substantiellement à la fois les volumes de production de la RDC, mais à la fois la valeur des recettes d'exportation. Et donc, il va se constater au niveau de du produit intérieur brut une certaine diminution du taux de croissance et donc une baisse de l'assiette fiscale. Et ceci entraîne directement une détérioration des qualités de vie des ménages, ce qui est une conséquence logique. Alors, la baisse du PIB va entraîner aussi, comme je l'ai dit, l'amenuisement de l'assiette fiscale. Parce que le fisc ou les impôts s'imposent sur le revenu. Et cela donc peut entraîner une hausse des taux d'inflation. Comme vous le savez, le prix intérieur, ça constitue en fait l'équilibre entre l'offre et la demande. S'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de biens et services, ça peut entraîner l'inflation, mais aussi la dépréciation du taux d'échange. Parce que quand on vend moins,
c'est-à-dire qu'on a moins de devises, et donc l'offre de devises sur le marché d'échange va diminuer. Et s'il y a déséquilibre entre l'offre et la demande, ceci pourrait entraîner la dépréciation de la monnaie nationale. Lorsque vous prenez la même courbe, lorsque les finances publiques sont affectées, ça entraîne la baisse des dépenses sociales. C'est-à-dire, si l'État n'a plus de moyens, l'État va s'occuper plus de dépenses contraignantes, notamment les salaires, notamment le fonctionnement. Mais l'État ne va plus s'occuper des secteurs aussi importants comme la santé, l'éducation, les transports. Et c'est ça qui explique aussi, à partir des finances publiques, vous avez la détérioration des dépenses sociales, mais aussi donc, la détérioration de la qualité de vie. Coronavirus a un autre impact. Par le bas, vous savez que la situation d'aujourd'hui, constituée par la fermeture des frontières, les déplacements des gens, l'insécurité sanitaire, ne peut plus entraîner les investissements directs étrangers qui vont diminuer. Parce que tous les conseils d'administration disent attendons d'abord ce qui va se passer dans les prochains mois. Et donc, cela entraîne aussi une détérioration de la balance des paiements. La balance des paiements, comme vous le savez, constitue non seulement de la valeur des exportations et des importations, mais aussi des flux en capitaux. Et donc, cette balance des paiements va donc entraîner une diminution des réserves internationales et cela peut encore aller vers la dépréciation. Donc, il y aura des effets combinés. Les taux d'inflation et les taux d'échange vont subir des effets combinés à la fois de baisse de l'activité économique, mais aussi de la détérioration de la balance des paiements par le flux financiers qui vont pouvoir diminuer. Donc ceci est très important, mes chers amis, que vous le sachiez, parce que vous êtes le porteur de sans voix. Vous devez savoir que toutes choses restant égales par ailleurs, sur base des projections que nous avons faites et sur base de ce schéma, nous pourrions nous attendre à une baisse de l'activité minière de près de 20%. Près de 20% de l'activité minière. Lorsqu'on regarde, par exemple, il y a une entreprise importante comme Moumi qui a déjà fermé, et la baisse de la demande globale, notamment de la Chine, peut entraîner la baisse de la production du fait de la diminution de la demande chinoise, la production de certaines entreprises comme TFM et les autres entreprises. Donc, du point de vue acceptable, l'activité minière pourrait diminuer de près de 20%. Et ceci peut entraîner effectivement la baisse du PIB global, qui, comme vous le savez, a été estimé à un peu plus de 5%, 5,6%, 5,4%. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution actuelle, vous savez que l'Europe, l'Union européenne, pourrait tomber dans la récession. Et la Chine pourrait enregistrer le taux de croissance le plus bas depuis près de 30 ans. Et il va des conséquences logiques que les taux de croissance de la RDC, qui déjà s'affichait aux environs de 2,5% lorsqu'on avait la crise de 2008 et tout récemment la crise de 2015-2016, nous pourrions alors avoir un taux de croissance économique de la RDC voisin de 0%, soit de 0,1% dans les cas de l'hypothèse pessimiste. Imaginez-vous, mesdames et messieurs de la presse, si nous avons un taux de croissance de 0,1%, cela veut dire que la base de l'assiette fiscale a diminué. Si la base de l'assiette fiscale a diminué, cela veut dire qu'il y aura un impact sur la recette fiscale, comme nous l'avons démontré sur le tableau ici. Et donc, nous avons estimé l'évolution des recettes des finances publiques dans une voie descendante.
nous avons noté que les recettes fiscales pourraient diminuer de près de 550 milliards de francs congolais d'ici décembre 2020, si évidemment des mesures correctives d'envergure ne sont pas prises. C'est pour ça d'ailleurs que nous faisons ce point de presse pour avertir. Donc nous pourrons enregistrer une baisse des recettes fiscales de près de 550 milliards de francs congolais, du fait principalement de la contraction de l'activité minière. Comme vous le savez, le secteur primaire constitue un facteur clé dans la formation donc, du PIB et dans la contribution des recettes de l'État. Et donc, dans cette situation, les soldes budgétaires de l'État, c'est-à-dire les dépenses publiques comparées aux recettes publiques, pourraient passer de 557 milliards de francs congolais à près de 1140 milliards de francs congolais, soit un accroissement du déficit de plus de 100%. Mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez vous poser la question si les déficits des finances publiques se situent à ce niveau-là, quelles pourraient être les conséquences du point de vue macroéconomique. Ce terme auquel vous êtes déjà habitué depuis plusieurs années. Quelles seraient les conséquences macroéconomiques? Nous avons des indicateurs clés. Les taux d'inflation, qui, comme vous le savez, a été estimé à 6,5%, c'est en termes de prévision. Si ces déficits projetés s'est réalisé, il va de soi que le taux d'inflation pourrait se situer à 64%. Et ça, ce serait un désastre. 64% en lieu et place des 6% projetés. À quel niveau se situeraient les taux d'échange? Vous savez, mesdames et messieurs de la presse, les variables macroéconomiques sont intimement liées. Si les taux d'inflation s'envolent, les taux d'échange est jaloux. Et nous avons estimé les taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar américain à près de 2269 francs congolais les dollars à fin décembre 2019. Ce qui serait une catastrophe. Comme vous le savez, les taux d'inflation est un impôt diplomatique sur le pouvoir de la population. La dépréciation du taux d'échange, c'est un impôt subtil sur le pouvoir d'achat de la population. Et donc, vous devez savoir que la pandémie coronavirus, peut-être que les gens sous-estiment ses effets néfastes. Le coronavirus a un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population. Parce que l'inflation et les taux d'échange constituent en fait des prélèvements subtils sur les revenus de la population. Et donc, nous avons pensé qu'il était utile de pouvoir tirer la sonnette d'alarme en complément aux recommandations qui ont été faites par le gouvernement à travers la voix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme vous le savez, qu'on le veuille ou pas, il y a deux handicaps majeurs pour faire face au coronavirus. Le premier handicap, c'est la précarité du train de vie des populations congolaises. Vous savez,
Nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres du monde et la qualité de vie est loin d'être un facteur de blocage à l'épidémie de coronavirus. Donc, il faut absolument que, au-delà des discours qui ont été faits, que des mesures pratiques draconiennes soient prises. Parce que cette pandémie se véhicule notamment par l'absence de la monnaie électronique dans notre pays. Vous savez, la monnaie fiduciaire, la monnaie papier que nous utilisons chaque jour, y compris vous tous qui êtes autour de la table, y compris moi-même, est un véhicule par excellence de la pandémie. Le coronavirus se transmet aisément par la monnaie. Et comme vous le savez, la monnaie est par excellence utilisée ici comme étant instrument de paiement parce que notre système bancaire est très arriéré. Donc, il faut absolument, mesdames et messieurs de la presse, que certaines mesures soient prises rapidement pour éviter à ce que la RDC ne tombe dans une situation de banqueroute financière. Vous avez vu, mesdames et messieurs de la presse, certains pays comme l'Italie, comptés parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde, tomber dans le filet du coronavirus de la manière la plus dramatique possible. Qu'est-ce qu'il faut faire à très court terme? Parce que j'anticipe la question que vous aurez souhaité me poser. 1, il faut rationaliser les dépenses publiques. En 2015, lorsqu'il y a eu baisse des cours des matières premières, en tant que chef du gouvernement, j'ai plaidé pour la diminution du train de vie des institutions. Et cela a été fait. Je pense qu'il faut absolument diminuer le train de vie des institutions publiques. La présidence de la République, les gouvernements, l'Assemblée nationale, les Sénats, certaines entreprises publiques. Absolument, il faut que le train de vie soit diminué afin d'impacter positivement les niveaux de dépenses publiques. Il faut prioriser les dépenses du secteur de la santé. Mes chers amis, vous avez suivi, le directeur général de l'OMS a dit l'Afrique est mal préparée pour affronter le coronavirus. Si l'Italie, ayant un système de santé parmi les plus développés au monde, peut subir des chocs aussi dévastateurs, il faut absolument qu'un pays comme la RDC se prépare. Et là, nous disons, il faut préparer comment prioriser les dépenses du secteur de la santé. Nous stigmatisons aussi et nous recommandons la diminution de la taille du gouvernement dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut pouvoir diminuer la taille du gouvernement, tout comme il faut, mesdames et messieurs de la presse, ici nous sommes au niveau des suggestions. C'est une lecture économique. Il faut soutenir les entreprises directement, indirectement affectées par la crise, par la pandémie. On dit qu'il faut fermer les restaurants. C'est bien. Qu'il faut fermer les églises. C'est très bon. Qu'il faut fermer les nightclubs. C'est très bon. Mais il y a des gens qui travaillent dans ces institutions. Il y a des gens qui sont payés. Comment vont-ils vivre? L'on dit, et nous saluons les mesures du chef de l'État, ce sont des mesures qui s'imposent. Qu'il faut arrêter des vols de certaines compagnies aériennes. Mais comme vous le savez, autour de l'arrivée des vols, il y a beaucoup de compagnies qui se créent.
celle chargée du nettoyage, celle chargée de la sécurité, celle chargée d'assurer le transport des bagages. Toutes ces entreprises vont fermer. Et il y a des Congolais et des Congolaises qui y travaillent. Donc, il faut un plan pour soutenir ces entreprises qui vont être fermées. Et nous pensons, compte tenu de tout ce que nous disons, il faut un collectif budgétaire. Absolument, cela s'impose. Parce que les cadres macroéconomiques sur lesquels le budget de l'État a été élaboré, ces cadres macroéconomiques a éclaté. Vous avez suivi, mesdames et messieurs de la presse, au niveau international, des révisions, des projections sont en train d'être faites. Que ce soit en Europe, aujourd'hui, on projette une récession économique. La Chine, qui projectait ce taux de croissance à un niveau supérieur, est tentée de planer sur un taux de croissance de 4 à 6%. Et donc, il faut absolument que les collectifs budgétaires soient imaginés pour tenir compte de l'actualité qui recommande à ce que les cadres macroéconomiques soient ajustés. Et il faut aussi soutenir la fiscalité des entreprises. Vous avez vu, dans le monde entier, il y a des plans qui soutiennent. Parce que, pourquoi est-ce qu'on doit soutenir les entreprises privées? Parce que c'est la base même de la collecte des ressources publiques. Si les entreprises tombent en faillite, mais nous n'aurons plus la base fiscale. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de chercher. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, la plupart des gouvernements sont en train d'élaborer des plans de soutien aux entreprises qui ferment, aux entreprises qui subissent les coûts de l'ajustement. Et nous pensons qu'il faut absolument, dans les cas d'espèce, comme ceci a été fait dans ce même pays, que les factures d'électricité et de l'eau soient prises en charge pour une certaine période pour les ménages les plus fragiles, qui sont durement affectés par cette crise de pandémie. Il faut aussi, et je pense que ceci est très important, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, prenne rapidement des mesures qui sont de nature à diminuer sensiblement le coulage des recettes au travers de la fraude et la corruption. Je sais qu'il y a des journalistes autour de la table qui sont très sensibles à cette question et qui prêchent généralement sur cette question. Mais le moment est presque recommandé en ce moment où l'ajustement des dépenses, j'ai dit et je le sais en connaissance des causes, est très difficile, alors que l'ajustement sur les recettes peut être facile si on essaye de lutter contre la fraude et la corruption. Nous pensons qu'il faut que le gouvernement de la République puisse développer une stratégie vers les institutions internationales pour obtenir rapidement un appui budgétaire des circonstances. Parce qu'on le veuille ou pas, comme je l'ai dit, le déficit budgétaire risque d'exploser. Et si le déficit budgétaire explose et que les sources de financement non monétaires du fait de la vente des bons du Trésor ne puissent pas atteindre ou couvrir les niveaux du déficit budgétaire, certainement l'État, à l'absence d'une autre source de financement, va recourir au financement monétaire, à la planche à billets. Et chacun d'entre nous connaît ce que c'est les conséquences tragiques des mécanismes de recours à la planche à billets. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'importance de ce point de presse. C'est un point de presse, comme je l'ai dit au début de cette séance de travail, qui rentre dans la philosophie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise à tiner la sonnette d'alarme quant à la tragédie dans laquelle se trouve le monde entier et dont la RDC n'est pas épargnée.
autant il y a des effets néfastes du point de vue de la santé à travers la mort qui peut intervenir, autant il y a des conséquences économiques et sociales très élevées qu'il faut anticiper, prévenir avant qu'il ne soit tard. Parce que lorsqu'une économie rentre dans la récession, c'est-à-dire le chômage va s'accroître, c'est-à-dire que les dépenses sociales et d'éducation seront moins financées, ça veut dire que les salaires vont être diminués parce que, qu'on le veuille ou non, s'il n'y a pas de mesures d'envergure qui sont prises du point de vue économique et financier, il y aura l'accumulation des arriérés des salaires comme le seul moyen pour pouvoir faire face à l'absence de recettes fiscales. Ceci est très important parce que ceci permet donc au gouvernement de comprendre la gravité de la crise, mais aussi à la population de comprendre aussi les challenges auxquels le gouvernement doit faire face. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de ce point de presse. Un document beaucoup plus fouillé, mieux élaboré, vous sera donné à la fin de ce point de presse. Je vous remercie. Voilà, merci Excellence pour ce tableau sur l'économie mondiale à la suite de la propagation du coronavirus. À présent, nous allons prendre quelques questions. Si vous avez des questions, voici le moment de pouvoir les questions. On commence avec M. Jérôme. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais remercier Son Excellence Matata Ponyo et féliciter Congo Challenge dans la mesure où vous commencez à jouer aussi le rôle des lanceurs d'alerte. C'est très important, l'alerte que vous venez de lancer aurait dû être faite par les universités, mais elles sont toutes distraites. Et vous, dans un task force que vous avez organisé, vous venez de lancer cette alerte. J'ai 3 petites questions. Vous prenez la gestion sur base caisse, vous entendrez parler, parce que nous ne devons dépenser que ce que nous mobilisons et les recettes piquent du nez. Mais il y a un problème de gouvernance financière. Il y a une cacophonie au sein du gouvernement. Bien sûr qu'on peut réduire les trains de vie et même le volume, le nombre. Mais la gestion en elle-même pose problème. Quelle est la solution que nous devons avoir face à cette situation lorsqu'on a les réserves d'échange qui fondent comme neige au soleil et il n'y a aucune personne qui est sanctionnée? Plus de 400 milliards de francs congolais de déficit avant l'accès que le gouvernement actuel puisse accéder aux affaires. Ça, c'est la première question. Il est évident, deuxième question, qu'on recourt au collectif budgétaire. C'est le passage obligé. Or, les collectifs budgétaires riment avec la diminution sensible des dépenses. Il y a non seulement l'enveloppe salariale, ceux qui sont accrochés aux mamelles des finances publiques approcheraient les 2 millions aujourd'hui dans la fonction publique, et surtout la gratuité de l'enseignement, où nous avons une bagatelle de 2,9 milliards de dollars américains à payer. Quels sont les secteurs qui peuvent être impactés négativement, où on doit grignoter pour faire face à cette situation? Et enfin, c'est bien bon de demander au gouvernement de réduire son train de vie. C'est bien bon de demander à tout le monde de serrer la ceinture, surtout la fiscalité. La fraude a atteint des niveaux extraordinaires. C'est devenu même un sport national. Monsieur le Premier ministre honoraire, l'autorité de l'État fait défaut. La justice, notre justice, est aux ordres. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme recette
pour sortir de cette situation? Est-ce que Congo Challenge peut préconiser certaines mesures qui doivent être prises au niveau du président de la République? Sinon, la banqueroute est déjà à nos portes. Merci. Merci. On va prendre une autre question. Il y en a? Alors, non, on prend la série une fois pour toutes et puis on peut répondre. Voilà. Bon, je peux répondre. Oui, monsieur Jérôme Sekana, vous le dites bien, il y a un problème des gouvernances. Bon, mais ça ne relève pas de la compétence du Congo Challenge, dont nous avons la charge. Et vous le constatez, nous vous le concédons. Et je pense que la bonne gouvernance dont nous sommes les prédicateurs dans des universités aujourd'hui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, s'impose à nous. Le leadership des qualités et la gouvernance des qualités constituent des éléments clés pour le progrès des nations. Et au cours des années 2012-2016, nous avons été nous-mêmes au gouvernement, nous avons pu utiliser un leadership des qualités et une gouvernance des qualités pour réaliser des performances économiques historiques que la RDC n'a jamais réalisées depuis 1960, dixit les institutions internationales. Je pense, à mon avis, qu'il faut que la gouvernance soit globale, parce que nous avons, nous, réalisé une stabilité du cadre macroéconomique exceptionnelle, mais avec des réserves d'échange élevées. Oui. Mais entre 2017, entre 2016, en 2017 et en 2019, on a réalisé une stabilité basée sur la dilapidation des réserves d'échange. Jusqu'à 350 millions. Et voilà. Et ça, ce n'est pas une stabilité du cadre macroéconomique dans la mesure où son coût d'opportunité a été très élevé. Non seulement on a puisé sur les réserves d'échange, mais aussi les dépenses d'investissement n'ont été que faiblement réalisées. Ce qui fait que le taux de croissance économique n'a pas pu atteindre les hauteurs qui ont été atteintes à l'époque, près de 10% l'an à notre époque. Donc, moi je pense, M. Jérôme Sekana, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons que saluer votre observation des fonds pour dire que la gouvernance économique mérite d'être regardée de près et mérite d'être améliorée sensiblement. Les collectifs budgétaires, vous l'avez bien dit, ils s'imposent pour le moment. Non seulement il s'est imposé dès le début, nous l'avons dit dans cette salle, nous l'avons écrit dans le bulletin quadrimestriel de Congo Challenge, ces budgets étaient irréalistes dès le départ. On ne peut pas projeter un budget de 11 milliards de dollars lorsque, une année avant, on n'a pas atteint même 5 milliards de dollars. Donc ce n'est pas réaliste. Mais ça, c'était sans tenir compte de l'avènement du coronavirus qui est en train de ravager l'économie mondiale. Une crise jamais réalisée du point de vue sanitaire depuis près de 75 ans. Jamais on a vu la grande puissance mondiale fermer ses frontières. Jamais on a vu l'Europe fermer ses frontières et fermer certaines usines. Je pense qu'il faut absolument que l'État se rende compte de la réalité. Il faut absolument qu'un collectif budgétaire soit réalisé afin de réajuster à la fois les dépenses et les recettes. Parce que, vous le savez, le budget, c'est une loi. Il a une force exécutoire qui va au-delà des hommes et des institutions. Donc il faut absolument, à mon avis, qu'il y ait un collectif budgétaire. Et je crois, M. Jérôme Sekana, la voie la plus aisée, c'est la diminution du train de vie des institutions. Moi, je suis sénateur. Je pense absolument, si on fait des ajustements conséquents au niveau des institutions, nous pourrions dégager un certain niveau de recettes capable de combler une partie de déficit qui est obligatoire du fait de la baisse des recettes fiscales. Rassurez-vous, M. Jérôme Sekana, quand on dit que les recettes vont baisser, ce n'est pas de la malédiction. Quand les Occidentaux ferment leurs frontières,
Quand les Américains, l'Europe disent qu'il faut fermer les frontières, quand la Chine, vous allez importer où? Vous allez exporter où? Il faut être logique. Il ne faut pas dire que vous produisez, vous pouvez produire et ne pas exporter. Et donc les recettes, les droits d'importation, les droits d'exportation vont sensiblement diminuer. S'il n'y a pas de bateaux qui arrivent au port, mais vous allez dédouaner quoi? Il faut que les Congolais réalisent que nous sommes devant une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Donc les collectifs budgétaires s'imposent, absolument. Troisième question, la justice. Monsieur Jérôme Sekana, quel type de recettes? Je vous ai dit ici que les taux de pression fiscale est parmi les plus bas du continent africain. Je ne veux pas citer certains pays qui sont à 23%, à 24%. Mais le taux de pression fiscale de la RDC, il est à moins de 10%, monsieur Jérôme Sekana. Vous êtes un spécialiste de la fiscalité et du développement. La pression fiscale, c'est quoi? C'est les recettes mobilisées, rapportées au PIB. Ce ratio, il est intelligent parce que les recettes ne sont mobilisées que sur la production. C'est ça la cohérence intelligente de ces coefficients. Si le taux de pression fiscale il est bas, c'est notamment à cause de la fraude et de la corruption. Et ça peut se régler automatiquement. C'est pour ça que nous avons inséré ça comme une mesure à très court terme. Et nous-mêmes, d'ailleurs, je peux vous dire que nous avons fait une proposition au gouvernement dans ce sens parce que, rappelez-vous, M. Jérôme, la lutte contre la fraude a été l'un des mandats de notre gouvernement et nous avons réalisé des performances importantes dans ce domaine. En 3 ans, nous avons presque doublé les recettes de l'État en termes réels. Et c'est ce qui nous a permis de construire les bâtiments intelligents sur fonds propres, d'acheter les avions de Congo Airways sur fonds propres, d'acheter les bus de Transco sur fonds propres. On a presque tout fait sur base des ressources issues de la bonne gouvernance. Et donc moi je pense que sur cette question, vous mettez quel type de recettes? Monsieur Jérôme Sekana, dès que vous luttez contre la fraude et la corruption et que vous arrêtez ou vous diminuez le coulage des recettes, vous allez voir que les recettes vont sensiblement augmenter, comme ça a été le cas entre 2012 et 2016. Professeur, j'ai une préoccupation par rapport à l'une des solutions que vous avez préconisées, développer des stratégies vers les institutions internationales pour avoir un financement. Déjà que l'on sait en temps normal, on a eu des problèmes avec les institutions de Bretton Woods par rapport à la malversation financière ou la mauvaise gestion dont on nous accuse toujours. Et puis il y a un problème, les bailleurs des fonds de ces institutions sont aussi touchés par le même problème. Est-ce que vous pensez qu'ils vont ouvrir une porte particulièrement à la RDC? Pour quelle raison? Monsieur le Premier ministre honoraire, vous avez parlé parmi les solutions que vous avez préconisées, la diminution de la taille du gouvernement. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer concrètement ces ministères qui doivent peut-être fermer les portes au profit des autres? Oui, Madame Georges de Géopolis. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport à l'exécution de vos propositions. Comment comptez-vous vous y mettre pour que le gouvernement en place puisse prendre ces mesures en considération et les pratiquer? Parce que c'est très important à voir les projections que vous nous avez données. Ok. Alors, en ce qui concerne Madame Feza, les stratégies qui recourent à l'appui de la communauté internationale, mais nous ne pouvons pas nous passer de l'appui de la communauté internationale au stade actuel parce que vous savez, l'un des axes de la politique du président Antoine Félix Tshisekedi, c'est le partenariat avec les institutions internationales. Vous savez, il a été par 2 fois au Fonds monétaire international. Et donc, nous ne pouvons qu'intégrer dans la batterie de mesures que nous mettons en œuvre les retombées de ce type de partenariat. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous, c'est que le monde occidental est aussi
touchés par cette crise. Et le monde occidental est aussi préoccupé, mais il ne va pas sans dire que ceux qui sont forts seront certainement touchés, mais ceux qui sont faibles seront davantage touchés. Hein? Mesdames et messieurs de la presse, vous êtes là, il ne faut pas minimiser le potentiel dévastateur de cette pandémie. Si dans un pays développé comme l'Italie, on enregistre des morts de près de 500 par jour, imaginez-vous si, toutes choses restant égales par ailleurs, la même pandémie s'exerçait dans une ville comme Kinshasa. Combien de morts aurons-nous par jour? Si on peut arriver à près de 500 par jour dans un pays aussi développé comme l'Italie, et où on mobilise près de 7 milliards de dollars pour faire face à cette pandémie, combien devons-nous nous mobiliser par simulation? Donc, moi je pense qu'il faut aussi frapper à la porte de ces institutions pour voir ce qui peut être fait en termes d'appui budgétaire. Donc, c'est pour cette raison et que j'ai aussi énuméré cette voie. Je crois qu'il faut examiner toutes les voies possibles étant donné la gravité de la crise. Il ne faut pas éliminer une voie de solution. Alors, à ce qui concerne la taille du gouvernement, bon, écoutez, monsieur le journaliste, moi je ne suis pas le créateur du gouvernement. Si vous me posez la question, je peux me référer au gouvernement que moi-même j'ai construit quand j'étais Premier ministre. C'était un gouvernement de 36 personnes. C'était dans ce même pays. Et c'est le gouvernement qui aura fait le meilleure performance économique depuis 1960. Est-ce que faut-il se référer à la taille de ce gouvernement? Est-ce que ce gouvernement était aussi congolais? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a fait un gouvernement de 36 personnes dans ce même pays et ce gouvernement a produit des résultats concrets. Donc, maintenant, si vous me demandez de faire des recommandations, j'en ai fait une, c'est-à-dire la réduction de la taille du gouvernement. Et s'inscrit dans la logique de ce que nous avons dit, il faut diminuer les dépenses publiques. Alors, Madame Georges, des Géopolis, qui demande comment est-ce que nous pouvons nous impliquer pour appuyer le chef de l'État dans la mise en œuvre de ces recommandations. Vous allez voir dans les documents qui vous ont été distribués, j'ai recommandé la mise en œuvre de ce qu'on appelle les conseils scientifiques par rapport à ce qui s'est fait sous d'autres cieux. Vous avez vu en France, lorsque le président Macron décide, il se réfère à un conseil scientifique. Nous recommandons aussi, ici en RDC, qu'il soit constitué un conseil scientifique où il y a des experts en domaine de santé et il y a aussi des professeurs, des scientifiques dans le domaine économique. Parce que, madame, la crise, elle est grave. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que nous avons tendance à minimiser. Lorsque le président Macron dit que nous sommes en guerre et dans un speech de près de 10 à 15 minutes, il répète 6 fois les mots « nous sommes en guerre ». Si la France peut être en guerre contre un virus qui n'est pas visible, et nous sommes en quoi? Tout au moins, nous sommes en guerre aussi. Et si nous sommes en guerre, pourquoi ne pas constituer des conseils scientifiques qui peuvent être en mesure de proposer la meilleure solution possible en matière économique et sociale pour pouvoir atténuer la crise et du point de vue de la santé pour pouvoir éviter des dégâts aussi dramatiques comme ceux que nous sommes en train de vivre dans un des pays les plus développés au monde. Enfin, l'un des pays les plus développés au monde, j'ai cité l'Italie. Voilà. Voilà, Excellence, ainsi qu'on fin ce point de presse. Une dernière question, vraiment, de façon sommaire. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en 2 petites minutes? Non, c'est que la population doit retenir, c'est que le monde traverse depuis près de 75 ans
la plus grave crise de santé qu'il n'a jamais connue. Et cette crise exceptionnelle a des impacts directs sur la situation économique et sociale des populations des différents pays. Voilà pourquoi, en tant que citoyens congolais, nous avons pris le courage et nous avons pris l'initiative d'informer la population à la suite de la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la gravité de la situation et l'urgence et la pertinence des mesures qui doivent être prises du point de vue économique et social en complément des décisions gouvernementales qui ont été prises de manière générale. Nous avons noté qu'à la fête du ralentissement de l'économie mondiale, les contre-coups au niveau national pourraient amener la croissance économique de la RDC projetée à près de 5,4% à baisser à point de 0,1%. Les finances publiques pourraient subir un coût qui plongerait son déficit à plus d'1 000 milliards de francs congolais de déficit. Ce qui pourrait avoir comme conséquence la flambée des prix intérieurs avec taux d'inflation qui pourrait culminer à plus de 60%. Ce qui pourrait entraîner la dépréciation monétaire, les taux d'échange du franc congolais pourraient culminer à près de 2200 francs congolais les dollars américains. Et les salaires pourraient ne plus être payés à temps parce que rien que l'enveloppe de rémunération de fonctionnement pourrait culminer à plus de 60% des recettes globales, ce qui est dramatique parce que vous le savez, les ratios classiques tournent autour de 30%. Et face à ce tableau qui est presque un tableau dramatique, nous avons suggéré un certain nombre de recommandations qui visent notamment au niveau des dépenses à comprimer les dépenses publiques, à rationaliser les dépenses publiques et au niveau des recettes, à pouvoir maximiser les recettes, notamment par la lutte contre la fraude, la lutte contre la corruption. Voilà en résumé l'essentiel de la communication d'aujourd'hui. J'ai noté qu'il y a un texte beaucoup plus fouillé qui sera mis à la disposition des mesdames et messieurs de la presse. Je vous remercie. Voilà, chers professionnels de la presse, merci d'avoir bien voulu prendre part à ce point de presse qui a porté sur l'impact économique et social du coronavirus sur l'économie congolaise. Le Premier ministre honoraire Makaka Ponyo nous a dressé ici, a fait l'analyse sur l'économie à la fois mondiale et l'économie de la République démocratique du Congo, ainsi que les conséquences de cette maladie sur notre économie. Merci en tout cas d'avoir été